Bonjour à tous, c'est Vénilev, et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne. En tant que fan d'histoire et de football, je me devais de vous parler de la Coupe du Monde. Ah, cette compétition qui nous fait vibrer, chavirer, et même pleurer tous les 4 ans. Alors venez, on va voyager ensemble, c'est parti pour un décryptage historique sur l'histoire des Coupes du Monde de football. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Avant de vous parler de cette première Coupe du Monde, il faut revenir un peu sur la création de cette compétition par la FIFA. La FIFA, soit littéralement la Fédération internationale de football association, se crée en 1904 par le français Robert Guérin. À l'époque, 7 pays sont dans cette organisation, qui dès le départ affirme son rôle, créer une compétition aussi puissante que les Jeux Olympiques. En effet, les JO rétablis par le français Pierre de Coubertin en 1896 à Athènes suscitent une certaine envie dans le monde du ballon rond. Le football est déjà présent aux JO et rencontre un véritable succès, mais l'envie d'émancipation est très forte. Malheureusement, cette idée n'aboutit pas. La non-réponse de certains pays, la Première Guerre mondiale et la crise économique d'après-guerre mettent fin aux envies de la FIFA. Il faut attendre 1924 pour que le monde prenne conscience de l'universalité du ballon rond. À cette époque, l'Uruguay, l'Égypte, les États-Unis et la Turquie brillent et passionnent les spectateurs lors des JO à Paris. Suite à ces JO, la Fédération française de football propose, le 25 mai 1928, à la FIFA la création de la première Coupe du Monde de football. Cette demande est validée par le président de la FIFA, Jules Rimet, en 1929 lors d'un congrès officiel. Reste maintenant à trouver où l'organiser. Au cours de ce congrès, 6 pays veulent organiser la première Coupe du Monde de football. L'Espagne, l'Italie, la Hongrie, les Pays-Bas, la Suède et l'Uruguay. Finalement, les 5 premiers pays se retirent et la FIFA décide d'attribuer l'organisation de la Coupe du Monde à l'Uruguay. Mais comment l'Uruguay a bien pu obtenir si facilement l'organisation de cette Coupe du Monde ? 2 facteurs vont pencher dans la balance. En 1930, l'Uruguay fête le centenaire de son indépendance. Elle est officielle depuis 1830 avec l'adoption de la première constitution du pays. Comme tout est une question d'argent, l'Uruguay comble totalement la FIFA en promettant de payer les frais de participation des équipes. Le pays promet également de bâtir un nouveau stade à la hauteur de l'événement. La petite république sud-américaine accueille donc la première Coupe du Monde de football. Dans une seule ville, la capitale Montevideo, 13 équipes vont s'affronter pour le titre suprême. Ainsi va se dérouler la première Coupe du Monde de football. Elle prévoit 13 équipes qui vont s'affronter au cours de 18 matchs dans 3 enceintes différentes. 13 équipes donc qui sont organisées en 3 chapeaux. Le chapeau des têtes de série, à savoir l'Argentine, les États-Unis, le Brésil et l'Uruguay. Ces têtes de série ont été déterminées par les résultats obtenus au dernier JO de 1928. Le chapeau des équipes européennes, où la France, la Belgique, la Roumanie et la Yougoslavie sont présentes. Enfin le dernier chapeau, qui rassemble la Bolivie, le Chili, le Mexique, le Paraguay et le Pérou. Avec ce dernier chapeau de 5 pays, il y aura donc un groupe avec 4 nations. 4 groupes donc, avec uniquement le premier qui est qualifié pour les phases éliminatoires. Le premier groupe réunit l'Argentine, la France, le Mexique et le Chili. La France d'ailleurs commence bien son entrée dans la compétition avec une victoire 4-1 sur le Mexique. Puis perd malheureusement 1-0 contre l'Argentine et sombre contre le Chili sur le même score. La première place se joue donc entre le Chili et l'Argentine. Les 2 nations ont tout de gagner contre la France et le Mexique. Finalement, l'Argentine bat le Chili dans ce dernier match capital 3-1 et s'envole pour les demi-finales. Dans le second groupe, la Yougoslavie remporte son premier match contre le Brésil sur le score de 2-1, puis s'impose contre la Bolivie 4-0. Malgré une victoire du Brésil sur la Bolivie, la Yougoslavie est qualifiée pour les phases éliminatoires. Le troisième groupe est celui du pays hôte. La Céleste termine d'ailleurs première de son groupe avec une victoire sur le Pérou 1-0
et une autre sur la Roumanie 4-0. Enfin, les États-Unis vont survoler le dernier groupe. Elles remportent ces deux matchs contre la Belgique et le Paraguay sur le même score 3-0. On se retrouve donc dans ces phases éliminatoires qui opposent l'Argentine contre les États-Unis et la Yougoslavie contre l'Uruguay. Pour ces deux matchs, le score est similaire et sans appel, 6-1 pour l'Argentine et l'Uruguay. On se retrouve à Montevideo, dans un stade Centenario, le 30 juillet 1930 à 15h30 pour un match historique entre l'Uruguay, le pays hôte, et l'Argentine. La veille, 30 000 Argentins débarquent dans la capitale uruguayenne avec comme slogan « Victoria o muerte ». Ce face-à-face entre les deux favoris de la compétition suscite une ambiance exceptionnelle à Montevideo. Tellement incroyable que le stade ouvre ses portes à 8h du matin, soit 7h avant le coup d'envoi. À midi, le stade est plein de 68 346 personnes, selon la FIFA. En vérité, plus de 100 000 personnes sont dans l'enceinte et attendent tous le match de l'année. À l'époque, la sécurité était plus souple qu'actuellement. Même si les contrôles avaient été effectués au bord de l'enceinte, ces fouilles auprès des spectateurs étaient surtout pour éviter qu'ils ne rentrent avec des armes à feu. La finale dans tout cela, elle était à la hauteur de l'événement. L'Uruguay marque le premier but à la 12e minute, mais est rapidement rejoint par l'adversaire à la 20e. Continuant sur sa lancée, l'Argentine prend les devants juste avant la mi-temps. C'est donc la pause, et dans la stupéfaction, l'Argentine gagne chez l'hôte sur le score de 2-1. Mais l'Uruguay ne s'avoue pas vaincu, et se rue vers l'attaque dès la reprise. Cette tactique s'avère plus que payante, puisqu'elle marque à 3 reprises, à la 57e, 68e et 90e. Sur le score de 4-2, l'Uruguay poursuit son rêve et remporte chez elle la première Coupe du Monde de football. Personnellement, moi j'adore les anecdotes autour des matchs de football. Dans les différents épisodes, je vais donc vous faire part de ces anecdotes intéressantes que j'ai trouvées au cours de mes recherches. Je ne pouvais pas vous laisser sur une victoire uruguayenne en finale sans vous parler de tous ces potins, ces histoires qui font la magie, la tristesse et la surprise d'une Coupe du Monde de football. La première histoire concerne l'arrivée des équipes européennes en Uruguay. Il faut savoir qu'à l'époque, les voyages en avion ne sont pas encore normalisés. Les équipes vont prendre le bateau. Pour la Belgique, la France et la Roumanie, les trois nations ont décidé de faire route commune dans le même bateau, le Conte Verde. Le voyage commence le 22 juin et se termine 11 jours plus tard. Au cours de cette véritable expédition, les équipes veulent s'entraîner. Elles se partagent donc à tour de rôle le pont du bateau pour effectuer leurs entraînements. Le 3 juillet 1930, le bateau arrive à bon port, à Montevideo, devant 10 000 Uruguayens célébrant l'arrivée de ces trois nations pour la Coupe du Monde de football. Double fait rare de cette Coupe du Monde, les matchs ne se sont effectués que dans une seule ville, à Montevideo. L'autre fait concerne l'inauguration. Le stade Centenario n'est toujours pas prêt pour le premier match de cette compétition. La France ouvre donc les hostilités après un discours de Jules Rimet le 13 juillet 1930. Une autre inauguration de cette Coupe du Monde survient 5 jours plus tard, le 18 juillet. L'Uruguay fête à cette date le centenaire de son indépendance et la création de son grand stade. Pour la belle histoire, le pays hôte s'impose ce jour-là contre le Chili et est même qualifié pour la suite de la compétition. Alors, je vous ai donc dit que la France a eu l'honneur de jouer le premier match de cette compétition. On va donc parler du premier buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, qui n'est autre que le Français Lucien Laurent. Le jeune joueur du CA Paris racontera « Au moment du but, c'était une joie normale, on s'est tapé dans la main avec les copains, mais je n'ai pas réalisé que c'était le premier but de l'histoire de la compétition. » Fait incroyable, non? Je vais vous parler d'une autre nation européenne, la Roumanie. Comment les tricoloris, l'équipe nationale roumaine, est parvenue à jouer la première Coupe du Monde de football. L'entêtement, dirons-nous. À cette époque, le roi Carol II gouverne dans ce pays de l'Europe de l'Est. La priorité de son règne est simple, participer à la Coupe du Monde de 1930. Il parvient à inscrire l'équipe nationale 3 jours avant la clôture des inscriptions et décide tout simplement de choisir les 20 joueurs de la sélection. Puisque l'histoire n'est pas finie, certains des meilleurs joueurs de l'effectif sont employés dans une compagnie pétrolière britannique qui n'autorise pas de congé exceptionnel. Le fantasque roi roumain menace tout simplement l'entreprise de fermeture, un argument de poids qui va libérer les joueurs roumains. Je suis obligé de vous parler de Plácido Galindo. Ce Chilien devient le premier expulsé d'une Coupe du Monde lors du match contre la Roumanie, expulsé alors même que les cartons rouges et jaunes n'existent pas. Je dois vous parler du ballon. À l'époque, il n'y a pas de ballon officiel. Ce dernier est défini dès le début du match par rapport aux équipes présentes sur le terrain. Sauf qu'au cours de la finale, Uruguayens et Argentins s'opposent pour le choix du ballon.
L'arbitre tranche donc et décide d'utiliser un ballon pour chaque période. On verra donc une finale avec 2 ballons différents, le Tiento argentin et le T-Model uruguayen. Coup de chance peut-être pour l'Uruguay, qui marque 3 buts avec son propre ballon en deuxième mi-temps. Pour finir sur tout ceci, je vous dirais de croire en vos rêves et de ne pas oublier qu'avec de l'abnégation, tout peut vous réussir. Pourquoi je vous dis ça? Demandez plutôt à Héctor Castro. Oui, c'est bien lui en rouge. Il est appelé le Manchot divin et il a même remporté la Coupe du Monde avec l'Uruguay. Malheureusement, je me dois d'arrêter là. Vous raconter toutes les anecdotes de cette Coupe du Monde pourrait me prendre une vidéo complète. Pour finir, je ne pouvais pas vous laisser sans une petite conclusion. Que faut-il vraiment retenir de cette première Coupe du Monde de football? Sans aucun doute, le succès de cette compétition. Sans cette réussite, la suite n'aurait pas été la même. 13 équipes ont été réunies pour 18 matchs. Toutes ces confrontations ont accueilli plus de 400 000 spectateurs et généré 225 000 $ de recettes. Voilà, c'est tout pour moi. C'était Venilev pour ce premier décryptage historique. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. On se retrouve donc tous les samedis à 18 h. Pendant le confinement, je vous promets absolument rien, mais je vais essayer de tenir le rythme d'une vidéo par semaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à mon YouTube ou à mon Twitter. N'hésitez pas également à me poser des questions ou à commenter tout simplement la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine. Adios.